Mesdames et messieurs, bonsoir. 15h au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec son homologue iranien Masoud Pezeshkian. Le Parlement vote en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique après 12 jours de guerre. À la une des actualités, mesdames et messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a souligné la condamnation de l'Égypte de l'attaque iranienne aux missiles contre le Qatar, affirmant son rejet total de tout acte qui touche à la souveraineté des États, en particulier des pays arabes islamiques frères. Lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien Masoud Pezeshkian, le président el-Sisi a salué l'accord de cessez-le-feu conclu entre l'Iran et Israël, soulignant l'importance de respecter ce cessez-le-feu qui intervient après une grave escalade qui allait enlisser la région dans un chaos et une violence totale. Au cours de l'appel, les deux chefs d'État ont abordé les efforts et les contacts intensifs qu'a effectué l'Égypte au cours des derniers jours avec les diverses parties, en particulier les États-Unis, pour contenir l'escalade et restaurer l'accalmie et la stabilité dans la région. Les deux présidents se sont également accordés que la cruciale période actuelle nécessite une action en faveur des règlements politiques. Ils se sont aussi accordés sur la nécessité de reprendre les négociations entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire et d'œuvrer pour mettre en place une zone exempte des armes de destruction massive dans le Moyen-Orient. De son côté, le président iranien a remercié le président el-Sisi et exprimé son appréciation pour les positions de l'Égypte et ses efforts en faveur de la stabilité dans la région. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement à la nouvelle à Al-Amin afin de discuter d'un certain nombre de dossiers politiques, économiques, sociaux et autres figures à l'ordre du jour du gouvernement. Il a également examiné les moyens de mettre en œuvre et de manière optimale les directives présidentielles confiées au gouvernement. Lors de cette réunion, le Conseil des ministres doit aborder plusieurs sujets, notamment la présidence du comité de crise par le Premier ministre, ainsi que le suivi des instructions du président visant à répondre des besoins des citoyens. Il s'agit également de poursuivre et d'intensifier les efforts pour freiner l'inflation et dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de contrôler les marchés et garantir la disponibilité des denrées alimentaires et de poursuivre la mise en œuvre des projets nationaux à travers toutes les gouvernorats du pays. Le Conseil suit également l'évolution des mesures déjà prises concernant les dossiers de l'investissement, de l'industrie, des exportations, de l'extension des terres agricoles, du dossier fiscal, ainsi que les procédures de soutien aux personnes à faible revenu. Cela s'inscrit dans le cadre du plan et de la vision d'Égypte 2030. La télévision d'État iranien a annoncé que le Parlement a voté aujourd'hui en faveur d'une suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AEA, après 12 jours de guerre. Après le vote des députés en faveur de la suspension de la coopération avec cette instance de l'ONU, le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Khalef, a déclaré que l'AEA, qui a refusé de condamner l'attaque contre les installations nucléaires iraniennes, a compromis sa crédibilité internationale. Selon le président du Parlement, l'organisation iranienne de l'énergie atomique suspendra sa coopération avec l'AEA tant que la sécurité des installations nucléaires ne sera pas garantie. Pour entrer en vigueur, cette décision nécessite encore l'approbation du Conseil des gardiens, un organe habilité à examiner la législation. Dans le même contexte, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a confirmé que Téhéran avait montré une très forte résistance contre Israël, soulignant que son pays ne renoncerait pas à son droit d'enrichir l'uranium. Araghchi a indiqué que les récentes attaques israéliennes et américaines ont renforcé la détermination de Téhéran à poursuivre son programme nucléaire.
commentant l'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Araghchi a déclaré que la condition fondamentale du succès de cet accord est la capacité d'Israël à respecter ses propositions. Le président iranien Massoud Pezeshkian a réaffirmé que son pays ne cherchait pas à acquérir l'arme nucléaire, mais qu'il continuerait à défendre ses droits légitimes, alors qu'un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël est entré en vigueur après une guerre qui a duré 12 jours. Dans un message adressé à ses citoyens, le président iranien a déclaré que le pays connaissait l'instauration d'une trêve et de la fin d'une guerre imposée par l'aventurisme et les provocations israéliennes. Pezeshkian s'est engagé à respecter l'accord de cessez-le-feu avec Israël à condition que ce dernier ne le viole pas. Un document classé confidentiel du renseignement américain a établi que les frappes américaines sur l'Iran avaient retardé son programme nucléaire de seulement quelques mois sans le détruire complètement, selon plusieurs médias américains. Les États-Unis avaient bombardé dans la nuit de samedi à dimanche les installations nucléaires de Fordo, Natanz et Isfahan. Le président américain Donald Trump s'y en vantait d'une réussite militaire spectaculaire. Mais selon un rapport préliminaire dévoilé par des médias, les frappes n'auraient pas éliminé complètement les centrifugeuses ou les stocks d'uranium enrichi iraniens. Elle aurait plutôt scellé les entrées de certaines installations sans détruire les bâtiments souterrains. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a confirmé l'authenticité du rapport, mais déclaré qu'il était tout à fait erroné et classé top secret et pourtant divulgué. Toujours avec l'Iran, où il a arrêté aujourd'hui 700 personnes soupçonnées de collaboration avec les services de renseignement israéliens et d'autres agences de renseignement étrangères. Entre-temps, le pouvoir judiciaire iranien a annoncé avoir perdu 3 hommes présentés comme des espions à la solde d'Israël. Ces exécutions ont eu lieu à Ormia, ville du nord-ouest de l'Iran. Passons aux territoires palestiniens occupés où la défense civile dans la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui que 41 personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres blessées par de s'en procurer. Bassal a également fait état de 14 autres personnes tuées, dont une fillette, par des frappes aériennes israéliennes sur des habitations à travers la bande de Gaza. 5 personnes ont péri à Deir el-Balah, 6 dans le camp de Nusayrat et 3 à Shoujaï. D'autre part, l'armée israélienne a annoncé aujourd'hui que 7 soldats ont été tués au cours d'un même événement dans le sud de la bande de Gaza. L'armée d'occupation a publié les identités de 6 de ces militaires âgés de 19 à 21 ans et qui appartenaient au 605e bataillon d'ingénieurs du combat de la 188e brigade. L'identité de la 7e victime n'a pas été dévoilée. Aucune précision n'a été communiquée sur l'événement qui a abouti à la mort de 7 militaires. Un autre soldat appartenant à la même unité a été blessé hier dans un autre événement dans la bande de Gaza. Le président américain Donald Trump s'est félicité aujourd'hui de la hausse des dépenses militaires des alliés à son arrivée au sommet de l'OTAN à La Haye, avant une rencontre très attendue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les détails. La promesse des membres de l'OTAN d'augmenter leurs investissements dans la défense est une grande victoire pour tout le monde, s'est réjoui le président américain Donald Trump. Ce dernier, qui a souvent critiqué les mauvais payeurs européens, a opté pour un ton conciliant aux côtés du patron de l'Alliance Atlantique, Mark Rutte. Les membres de l'OTAN vont s'engager à augmenter drastiquement leurs dépenses en matière de défense pour atteindre au moins 5% de leur PIB à l'horizon 2035, 3,5% de dépenses militaires stricto sensu et 1,5% supplémentaire pour la sécurité au sens large. Grâce au sommet de La Haye, l'Europe va payer un prix énorme pour financer sa défense comme elle le devait et ce sera votre victoire, a écrit Mark Rutte à Trump.
Au cœur de ce grand raout international, la rencontre est prévue entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la mi-journée, va focaliser l'attention 4 mois après l'humiliation subie par Zelensky dans le bureau ovale. Au Canada, le récent sommet du G7, le club des grandes démocraties industrielles, avait été marqué par le départ anticipé du président américain et l'absence de déclaration commune dénonçant l'agression russe en Ukraine. À La Haye, Donald Trump est aussi revenu sur la situation au Moyen-Orient où le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël se passe très bien. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, espère que la situation au Moyen-Orient où le rendez-vous Zelensky-Trump ne chamboulera pas complètement la chorégraphie du sommet qu'il a déjà qualifié d'historique grâce aux investissements promis en matière de défense. Et en Ukraine, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses systèmes de la défense aérienne ont abattu 18 drones ukrainiennes au-dessus de plusieurs régions du pays. La Russie a annoncé que ces frappes ukrainiennes lancées par des drones ont endommagé une école, des maisons et un complexe sportif dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie, à la frontière avec l'Ukraine. Des nouvelles attaques meurtrières de l'armée russe contre une grande ville d'Ukraine ont fait au moins 19 morts et près de 300 blessés. Les forces russes continuent leur poussée dans l'est ukrainien face à une armée ukrainienne en difficulté et moins nombreuse et multiplient les bombardements. Selon la police nationale ukrainienne, l'armée russe a attaqué avec des missiles les villes de Dnipro et Samar, également situées dans la région, détruisant notamment un bâtiment administratif dans la première. Le chef de la diplomatie ukrainienne a rapidement dénoncé le message de terreur et de rejet de la paix envoyé selon lui par Moscou, dont l'armée avait annoncé il y a 2 semaines mener une attaque terrestre dans la région de Dnipro-Petrovsk. Une première. Arrivé aux Pays-Bas, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, et espère recevoir auprès des alliés de Kiev de nouvelles promesses d'aide à son pays après près de 3 ans et demi d'invasion russe. De part et d'autre de l'Atlantique, les marchés mondiaux ont terminé son hausse hier, tandis que le prix du pétrole a nettement chuté dans la foulée de l'annonce par Donald Trump d'une trêve entre l'Iran et Israël. À Wall Street, le Dow Jones a gagné 1,19%, l'indice Nasdaq a pris 1,43%, l'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,11%, non loin de son sommet historique. En Europe, la bourse de Paris a pris 1,04%, celle de Francfort 1,60% et la place de Milan 1,63%. La bourse de Londres est restée stable. Les cours du pétrole ont connu leur deuxième séance consécutive de chute hier en raison de cessez-le-feu entre l'Iran et Israël et des propos de Donald Trump affirmant que la Chine pouvait continuer à s'approvisionner en pétrole iranien. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a perdu 6,84% à 77,14 $, revenant à son niveau de début juin. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, est tombé de 6% à 64,37 $. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.